Vieille peau, épisode 7. 100 ans et toutes mes dents. Vieille peau. Ouais, cette liberté, cette indépendance qu'elle avait, c'était quand même pas... Ça reflète pas quand même toutes les femmes, je crois, de cette époque-là, quoi. Comment est-ce que je vais mourir ? Je dis, j'aimerais bien mourir en dormant. Dormir et pas me réveiller, ça serait formidable. Dans les épisodes précédents, j'ai parlé des étapes qui jalonnent une vie, et pour évoquer le vieillissement, je me suis souvent demandé si j'interrogeais pas assez de personnes vraiment âgées. Alors bon, comme je l'ai dit dans l'épisode d'intro, on est toujours le vieux de quelqu'un d'autre, et c'est donc une notion bien relative, mais quand Nathalie m'a parlé de sa grand-mère Marcelle, et du fait qu'il venait de fêter ses 100 ans, j'ai pas pu m'empêcher d'écarquiller les yeux. 100 ans. Je crois qu'on peut tous et toutes s'accorder sur le fait que 100 ans, c'est âgé. Et ça m'a rendue très curieuse. Qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir vécu un siècle ? J'ai donc demandé à la rencontrer. J'avais tout un tas de questions en tête, mais je ne savais pas vraiment face à qui j'allais me retrouver et à quel point nous allions pouvoir parler ouvertement. Et pour une raison que je ne m'explique pas tout à fait, j'étais un peu anxieuse. J'avais donc écrit à ma meilleure amie pour savoir ce qu'elle demanderait à une centenaire si elle devait l'interviewer. Elle m'avait répondu par un SMS laconique. « Peut-on être âgé et ne pas être de droite ?» Ce message a eu le bénéfice de me détendre et, même si j'ai pas osé lui poser cette question, j'ai passé un long moment chez Marcelle. Elle était ravie d'avoir de la visite et m'a raconté les moments forts de sa longue vie, ses déchirures et ses joies. On a évoqué l'histoire, la petite et la grande, et notre discussion m'a laissée très songeuse. Cela m'a bien sûr fait beaucoup repenser à ma famille, à mes grands-parents maternels disparus eux juste avant d'atteindre la centaine, à ce que ça a comme conséquence que nous puissions devenir aujourd'hui de plus en plus vieux. J'ai laissé reposer cet enregistrement plusieurs mois sans le retoucher. Et comme la vie est étrange parfois, au moment où j'allais m'attaquer au montage de cette longue conversation, Nathalie m'a écrit. Elle me demandait si j'étais d'accord de lui envoyer le son que j'avais pris de sa grand-mère. Elle aurait souhaité l'entendre, puisque Marcelle venait de décéder quelques jours auparavant. Ça m'a vraiment secouée. Pourtant, je la connaissais presque pas, mais d'avoir dans ma tête sa voix, avoir consigné ses récits, lui avoir même posé des questions sur son rapport à la mort et puis me dire que cette personne n'était plus là, ça m'a fait vaciller. Comme pour toute disparition que j'ai vécue, j'étais ébahie de percevoir que ce lien qui nous attache à la vie est si ténu qu'il peut se rompre en un rien. Et puis ça m'a permis de constater que parler de vieillesse dans ce podcast, c'était aussi bien sûr parler de finitude. Mais que la mort, je l'avais laissée dans l'arrière-fond de ces épisodes. Elle rôdait, mais elle n'avait pas vraiment sa place à table. Peut-être que mes propres peurs avaient pris le dessus et m'empêchaient d'aborder cette thématique jusque-là. Le décès de Marcelle a eu le don de m'encourager à évoquer la fin de vie pour ce dernier épisode. Il s'agira donc d'un portrait, celui d'une femme, mais aussi, comme le négatif d'une photo, de son absence, évoquée par Nathalie, sa petite fille. Marcelle, que Nathalie appelle aussi Mimi, m'a accueillie chez elle dans son appartement à Versoix. Assise sur son canapé, Marcelle était une femme de petite taille, de petite corpulence. Ce jour-là, elle était très apprêtée, comme elle l'a toujours été dans sa vie. Elle avait mis une robe colorée, agrémentée d'une belle broche en fleurs et de boucles d'oreilles en faux diamants qui brillaient de mille feux. Nathalie lui a dit de ne pas hésiter à m'indiquer si la conversation la fatiguait. Ce à quoi Marcelle a répondu du tac au tac « Pour parler, je suis jamais fatiguée. » Oui, incroyable façon de parler. La preuve, j'ai plus de 100 ans. Alors, ça commence à compter, hein. Mais je ne les sens pas. Dans ma tête, je ne les sens pas. Mais par contre, je les sens parce que je dis quand même, il y a tellement de choses que je pourrais faire et que je ne peux pas faire. Il y a tellement de choses que je voudrais faire et que je ne peux pas. Sortir toute seule, prendre un taxi, aller quelque part. Mais il faut... Je ne pourrais pas parce que j'ai besoin de ça. Comment je perds l'équilibre? Alors je fais quoi? Il y a des escaliers à descendre. Il faut quelqu'un m'aide. Alors plutôt que... Je préfère personne. Pour rien au monde, on m'a déjà dit 1 ou 2 fois. Tu ne voudrais pas dans une maison de retraite? Ah non, 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 non.
s'il vous plaît, jamais, jamais, jamais. Parce que je voudrais pas être avec des gens qui ont mon âge. Je les trouve trop vieux pour moi. Je veux bien les voir, mais aller habiter avec, ils n'ont pas les mêmes idées que moi. Moi, j'ai des idées, je pense, beaucoup plus jeunes que mon âge. Alors, ah non, je préfère être ici, seule. Si tu veux aussi, sa vieillesse, elle a duré longtemps, tu vois. C'est pas... c'est presque 10 ans de vieillesse, quoi, tu vois. Enfin, elle avait passé 90 ans, elle conduisait encore. Et là aussi, j'ai dû lui dire, mais bon, la voiture, là... Parce que, en plus, elle était tellement charmante que quand, tu sais, chaque année, après un certain âge, ils doivent faire des tests pour savoir s'ils peuvent conduire ou pas. Donc elle une semaine avant son test, elle appelait son médecin ou je sais pas qui lui faisait faire des exercices pour s'entraîner pour le test. Elle montait, elle descendait des escaliers, elle faisait tout pour s'entraîner, pour être prête pour les, je sais pas, 10 minutes d'examen, pour savoir si elle pouvait continuer à son permis ou pas, quoi. Puis chaque fois qu'elle avait, chaque année, j'étais là, oh non, mais ils t'ont pas donné encore, c'est pas possible. Je me rappelle une fois que mes parents, j'avais à l'époque 3 ans et demi, je sais pas. Mon papa aidait beaucoup les paysans et quand il y avait quelque chose, ils nous invitaient. Alors l'après-midi, ça m'est resté. Ils étaient invités, c'était un dimanche, pas loin de Soral, mais à la campagne. Ils étaient plusieurs, une dizaine qui étaient assis là, mes parents, puis moi qui tourbillonnais autour. Et comme c'était la campagne, il n'y avait pas de voiture, on me laissait un peu libre de ce que je faisais. Et puis, ils buvaient du vin blanc. Alors, moi, j'arrivais juste avec les yeux à voir les verres. Je regardais un verre, je prenais le verre, puis je leur mettais une gorgée. Puis ils n'ont pas vu, alors j'ai trouvé bon le vin. Alors après, je continuais, je voyais, ils parlaient, je visais un verre, puis je leur mettais. Puis au moment de partir, je marchais drôlement. Je marchais, je tombais. Je me relevais, je marchais, je tombais. J'avais pas bu beaucoup de vin, mais le peu, j'étais saoul. Alors, prendre ma première cuite à 3 ans, faut le faire. C'est une femme aussi hyper indépendante quand même. Pour une femme de cet âge, née en 22, tu vois, je crois que l'indépendance, je crois qu'elle l'a eue depuis toujours, en fait. Elle a eu son permis de conduire aussi, c'était pas... Enfin, elle, tu vois, elle dit, bah oui, c'est comme si c'était normal, mais une femme à cet âge-là, à cette période-là, ça allait pas de soi. Elles étaient pas toutes les femmes avaient leur permis de conduire, quoi. C'était pas... Donc, moi, j'ai l'impression, c'est étrange, hein, qu'elle a quand même... Ouais, cette liberté, cette indépendance qu'elle avait, c'était quand même pas... Ça reflète pas quand même toutes les femmes, je crois, de cette époque-là, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'elle m'a transmis aussi, d'elle, ouais. Je suis née toute seule, sans personne. Le 30 novembre 1922. Mon papa était de poste à Taunay. Et quand ma maman a commencé à avoir les douleurs, mon papa a pris sa bicyclette. À l'époque, on n'avait pas les voitures comme aujourd'hui. Il est allé à Chênebourg chercher la sage-femme. Et quand ils sont arrivés, je hurlais déjà. J'étais née toute seule, sans personne. Ma maman, elle a dû avoir la frousse, hein. Premier enfant, toute seule. À l'époque, c'était pas rien. Je vous ai dit que Marcelle était la grand-mère de Nathalie. C'est ainsi qu'elle me l'a présentée. Mais j'ai découvert en discutant avec elle que ce lien si fort entre les deux avait été un lien qu'elles avaient construit. J'ai trouvé ça magnifique parce que c'était un vrai exemple de famille choisie. D'ailleurs, Nathalie et Marcelle avaient souvent des opinions opposées sur plein de sujets. Mais comme dans toute vraie famille, on accepte de fermer les yeux sur certains désaccords. Mes parents habitaient dans une chambre, dans une maison en ville. Et quand j'avais, je crois, 8 mois, ils ont trouvé un appartement à Versoix. On a déménagé les 3 là-bas. Et ma mère est irlandaise et elle a perdu ses parents très très tôt.
Et mon père est fribourgeois et a perdu ses parents très très jeunes. Et donc on n'était pas entourés de famille et tout ça. Et donc on a emménagé à Versoix et les voisins de palier, les voisins d'en face, c'était Mimi et Eddy. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé et j'ai décrété tout de suite que c'était mes grands-parents. Et ils me gardaient tout le temps, j'ai jamais eu de babysitter, ça a toujours été eux. Et j'étais tout le temps fourrée chez eux et c'est comme des grands-parents qui habitaient en face, quoi. Maintenant, je me sens seule. Parce que toutes les personnes que j'ai aimées, que je connais, sont mortes. J'ai plus personne qui correspond à mon âge. Alors, évidemment que ça change beaucoup de choses. Et dans la maison, il y a toutes les personnes qui étaient là, la plupart sont morts. Il y a encore une dame en face. Elle a aussi perdu son mari. On a tous perdu nos maris. Moi, j'ai perdu mon mari. Madame Procopiou, grecque, a perdu son mari. Et la concierge, Madame Pelosio, a perdu son mari. On est toutes seules. Chacun est dans son coin. Alors, si on ne vient pas, je ne vais pas non plus. Marcel a pu vivre toute sa vie chez elle grâce à l'accompagnement d'auxiliaires médicaux, d'aide pour le repas et pour le ménage. Son obstination têtue contre l'idée de la maison de retraite m'a bien sûr amusée, mais ça m'a aussi rappelé quand j'allais voir ma grand-mère dans son EMS. La difficulté que j'avais dans les derniers temps à m'y rendre, l'odeur qui se dégageait de cet endroit, le sentiment que rien ne s'y passait, que c'était un lieu d'attente, une antichambre de la mort. Et ça m'a rappelé aussi l'histoire glaçante de la grand-mère d'une amie, atteinte d'un Alzheimer très avancé, qui avait perdu l'usage de la parole depuis des mois, mais qui, en plein repas, s'était tournée vers l'aide-soignante et avait demandé « Est-ce que j'existe ?» En écoutant Marcel, à travers les événements de sa vie, j'ai perçu aussi tous les changements sociaux, politiques et médicaux qui se sont produits pendant un siècle. Nous n'avions qu'un peu plus de 2 générations qui nous séparaient, et nous étions nés dans le même pays, mais pourtant, face à Mimi, je ne pouvais que mesurer l'écart entre la réalité de nos vies. Tout ce qu'elle m'a partagé m'a aussi crûment rappelé la violence engendrée par sa seule condition de femme. Toute une vie de bouleversement, de traumatisme aussi, qu'elle a traversé vaillamment et en gardant des séquelles. On a parlé de ses 3 mariages. Le premier, c'était avec un Français, alors qu'elle avait 18 ans, au tout début de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis mariée la première fois, et moi, j'étais suisse, évidemment. Et alors, lui, il était engagé tout près de Paris. Alors, on s'est mariés avant qu'il parte. Et puis moi, j'attendais ma fille parce qu'il avait fait exprès pour obliger les parents à nous donner l'autorisation de se marier. Et j'ai eu ma fille en 1941. Alors bon, mon mari est parti à la guerre. Moi, j'étais de nouveau comme une jeune fille parce qu'on s'était mariés avant qu'il parte. Il m'avait mis enceinte avant pour être sûr que je serais là quand il vient. Puis comme mon mari est revenu, moi je voulais plus rien savoir de lui parce que le temps avait passé. Pour moi c'était un étranger, puis il est venu peut-être 2 fois pendant le... Alors, moi j'étais plus intéressée. J'étais avec mes amis, j'ai vécu en fille pendant ce temps-là. Et puis c'est comme ça que j'ai connu mon deuxième mari, en allant danser. C'était un soir de Nouvel An. Et puis on ne savait pas quoi faire le soir. On n'avait pas d'argent pour aller faire la fête. On fait quoi? Alors tu sais, à la fusterie, là il y a une espèce de... Oui, un temple. Puis en face, il y avait un petit room au premier étage. Alors avec mon ami, on a dit, on va monter là. On va prendre quelque chose, on va danser. Puis on est monté. Puis c'est là que j'ai connu mon deuxième mari. Bel homme qui vient m'inviter une fois. Bon, après 2 fois, puis il est revenu. Mais un homme qui n'était pas la crème pour être fidèle. On a dansé presque toute la nuit avec lui. Et puis le lendemain, il m'avait donné rendez-vous. Écoutez, on pourrait se revoir. Alors j'ai dit, oui, pourquoi pas. Il était sympathique et il était beau garçon.
Et puis on s'est revus. Et total, eh bien, c'était mon deuxième mari. Faut que je me rappelle combien de temps j'étais mariée avec René. On était quand même quelques années, hein. C'est là que j'ai eu 2 enfants. Et les 2, je les ai perdus à 1 année chacun. Alors ça a été un petit peu la fin, parce que ça ne nous a pas unis, ça. Et puis il avait un copain, René, qui était médecin. Un médecin, pas pour enfants. Et comme le bébé, c'était en hiver, et il attrapait toujours une petite crève. Alors il demande à son copain, il dit, tu sais, si vous pouvez aller avec l'enfant à la montagne, ça lui ferait du bien. Mais c'était au mois de février. C'était le plus mauvais moment. On est arrivé là, en haut, puis nous, on était des ignorants, encore plus que les autres, parce que le jour qu'on est arrivé, on va faire de la luge avec le bébé. Le lendemain, il avait de la fièvre, il a attrapé une bronchopneumonie et tout, puis il est mort. J'ai perdu 2 comme ça. Mais ce que je ne savais pas qu'on ne m'avait pas dit, dans la famille de mon deuxième mari, il avait une sœur et un frère. La sœur était morte à 18 ans de la tuberculose et le frère, il était mort à 16 ans de la tuberculose. Et le bébé était fragile aussi, et c'est comme ça que j'ai perdu 2 bébés. Alors après la fin du mariage, elle n'était pas loin. Il m'a avoué bien longtemps après, parce qu'après, on était redevenus copains. Alors, ce qu'il m'a avoué, je l'aurais battu. Quand j'ai accouché du premier bébé, il a réussi à coucher avec l'infirmière qui m'avait accouché. C'est quand même un peu fort, hein. Mais ça, il me l'a dit. Oh là là, bien après qu'on était redevenus amis, parce que moi, j'étais amie avec sa femme. Après, je me fichais de tout ce qui était arrivé. J'étais vaccinée, comme on dit. Le troisième, Eduardo. Mais c'était mon mari, Eduardo. Ah oui, lui, c'était vraiment celui qui était bienvenu. Oui, parce qu'on était quand même mariés 25, 26 ans. Alors là, mon mari, on pouvait lui faire confiance pour tout. C'était vraiment, il avait été élevé à la dure, parce que son père était colonel dans l'armée suisse. Ils avaient 6 enfants. Quand ils se sont mariés, ils avaient vraiment quelque chose de mieux que la plupart. Parce qu'il y a des hommes, ils ne savent rien faire quand ils se marient. Et puis les femmes non plus. Mais là, ils avaient été élevés d'une telle façon, il n'y en a pas un qui a divorcé, hein. Je me suis souvent trouvée dépourvue de mots adéquats pour répondre à ce qui m'était raconté. Ça m'a fait beaucoup réfléchir au rapport amoureux, à quel point c'était récent qu'une femme ait le choix de décider qui elle fréquente, quel est son mot à dire dans les relations qu'elle entretient avec son mari, et comment la sexualité n'est pas seulement une pression qui repose sur ses épaules. J'ai repensé à mes grands-parents maternels, Henriette et Jean, dont le mariage a été provoqué par une rencontre organisée. Ils m'ont toujours semblé unis, mais je ne sais pas s'ils se sont jamais aimés. J'ai jamais pu leur poser la question. J'ai aussi repensé à un de leurs enfants, un garçon mort à la naissance, en me demandant si pour eux, comme pour Marcel, ces deuils étaient dus à des méconnaissances médicales de l'époque, au manque de moyens, ou simplement au hasard de l'infortune. Ces destins de femmes, que ce soit ma grand-mère ou Marcel, et le rapport à leur liberté me donnaient déjà le vertige lorsque le cadre à photo numérique de Marcel, qui laissait défiler des instantanés, a fait apparaître la photo d'une femme. Ça, c'est ma maman. Elle est morte, elle avait 96 ans. Et on l'a eu 5 ans
ici, elle n'était pas comme elle était quand elle était plus jeune, parce que jeune, j'aurais pas pu la prendre. Elle était insupportable. Elle avait un caractère de cochon, comme on dit. Mais elle était devenue gentille, parce qu'elle avait plus caractère agressif. Il faut dire qu'elle était l'aînée de 6 enfants. Et comme la guerre de 14 allait commencer, on l'a retirée de l'école parce qu'il fallait, le papa allait partir et il fallait quand même que quelqu'un fasse un petit travail pour aider le ménage. Alors qui c'est qu'on a pris? Ma maman, elle avait 12 ans quand on l'a sortie de l'école. Elle a toujours regretté, elle ne le disait pas, mais elle aurait voulu faire des études. Parce qu'elle avait la capacité, elle avait la ténacité. On l'a fait sortir de l'école pour aller travailler chez un médecin. Mais c'était un homme à femme. Et il aimait bien, paraît-il, caresser leur sûrement. Alors évidemment que, je ne sais pas ce qui se passait là-bas, mais elle est devenue très rancunière, très... Il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Il a dû lui faire des petites caresses qu'elle n'a pas supportées. Elle n'en a jamais parlé, jamais, jamais. Il y a des choses dont on ne parle pas toute une vie durant et que l'on emporte avec soi. Mais il y a aussi des événements que la mémoire garde emprisonnés en elle, presque à notre insu, et qui se révèlent, on ne sait pas très bien pourquoi. Durant toute notre conversation, Marcelle n'a eu de cesse de revenir au récit d'un homme qu'elle aurait connu. Nathalie m'a confirmé que depuis 2 semaines, elle ne parlait plus de son 3e mari, Eddie, qui avait été le grand amour de sa vie, mais uniquement de celui qu'elle nomme le professeur. C'était comme une ritournelle obsessionnelle qui s'immisçait dans notre dialogue, le souvenir lancinant d'un amour manqué. Ça m'est revenu il y a peut-être une dizaine de jours. Toute une partie de ma vie n'existait plus. Je me rappelais plus que j'avais connu ce professeur, mais tout d'un coup, tout m'est revenu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je me demande pourquoi. Est-ce qu'il y a une partie de mon cerveau qui s'est ouverte puis que ça sort? Je ne sais rien. Pas savoir. Les choses qui m'ont marqué, ça revient. Comme s'il y avait une porte qui s'ouvre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce monsieur? J'ai pas été bien loin avec lui puisque j'ai voulu partir. Une histoire d'amour que j'ai pas vécue. On s'est vus, mais j'ai pas vécu parce que je suis partie au moment où ça aurait pu être. Mais justement, j'ai dit non. Il était marié, un mariage de convenance. C'était des gens de Champel, la famille. Alors évidemment, on faisait des mariages arrangés. Donc le mariage-là était arrangé. Ça lui convenait jusqu'à ce moment-là. Quand il m'a connue, il a connu autre chose. Il a senti qu'il pouvait avoir un autre attachement. Il voulait tout lâcher pour moi. Et c'est là que moi, tout d'un coup, il me ressort ses souvenirs. Je dis, mais pourquoi? Depuis quand? Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, oui, mais en attendant, il doit être âgé. Moi, je ne suis pas jeune, mais il n'est pas jeune non plus. Ça m'a un petit peu consolée en disant, je ne suis pas la seule qui est vieillie. Des fois, c'est bête comme on pense, hein. Mais il aurait mon âge, il serait encore plus vieux que moi. Alors là, il ne faut pas y compter. Comme les hommes viennent pas aussi âgés que les femmes, je leur verrai peut-être dans l'autre monde. Ça, personne ne peut le savoir. Est-ce que Marcelle est auprès de son professeur maintenant? La vie de Marcelle est riche, mais elle a été pleine de soubresauts. Lorsque j'ai parlé avec Nathalie, à peine quelques semaines après la disparition de Marcelle, elle était pleine d'émotions complexes et contradictoires. Et puis, l'épreuve de la perte d'un être cher se cumulait, comme toujours, au fait de devoir s'atteler à une série de tâches administratives et pragmatiques. Quand nous nous sommes rencontrés, Nathalie se retrouvait quasi seule avec le devoir de vider l'appartement de Mimi. Un déchirement en soi, décuplé pour elle par les difficultés liées au fait que sa grand-mère
n'était pas sa grand-mère biologique. Elle n'en était donc pas l'héritière légale. Je lui en veux un peu, c'est vrai, à Mimi d'avoir pas, à Marcel, d'avoir pas mis ça au clair, parce qu'on a essayé. Elle m'avait demandé, elle m'avait dit qu'elle aimerait clarifier les choses, donc j'avais fait venir un notaire, ils avaient eu un rendez-vous. Puis après, pour aller de l'avant, elle aurait dû parler avec sa fille de choses, des histoires d'argent, de succession, de tout ça, et puis elle n'a pas voulu. Elle a rien fait pour ses affaires, pour son... Rien. C'est le néant. Donc sa fille et sa compagne, 83 ans dans le sud de la France, qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont mal partout. Et moi qui suis là, qui n'ai aucun droit sur rien, c'est hyper compliqué, quoi. La situation, elle est vraiment merdique, quoi. J'ai demandé à Nathalie si elle pensait qu'une mort se préparait. Parce que je lui ai raconté que ça me faisait penser à ma propre mère, qui me dit depuis très longtemps être persuadée qu'elle mourra jeune et qui, dans un souci de ses prochains, a déjà réglé beaucoup de choses. Longtemps, j'ai été très irritée quand elle voulait me préciser certains aspects ou qu'elle rédigeait des indications multiples en cas de décès. Je prenais ça pour une forme de manie et je comprenais pas pourquoi elle voulait penser à la mort alors que tout allait bien. Mais c'est que je ne voulais pas vraiment envisager ça. C'était toujours trop tôt. Aujourd'hui, même si envisager la disparition de ma mère m'est encore impossible parce que trop douloureux, je comprends mieux sa démarche. Et je peux voir qu'au lieu d'être offensante pour nous, ses proches, c'est au contraire une immense preuve d'amour. Dit crûment, c'est un peu, tu laisses pas un peu la merde au prochain, quoi. Tu vois, tu ranges un peu avant de partir. Voilà, tu ranges avant de fermer la porte. Et pour les prochains, c'est plus simple. Ça permet... c'est déjà tellement compliqué de vivre ça, même si c'est naturel, même si c'est dans l'ordre du temps, même si... je trouve que c'est une marque de respect pour ceux d'après que de régler un peu ses affaires. Ouais. Quand même. Et du coup, avec ma mère, si tu veux, jusque-là, on n'en avait pas trop parlé. Mais là, comme elle vient aussi parfois avec moi pour faire le tri dans l'appartement, du coup, on en a parlé. Puis elle m'a dit, en tout cas, je vous ferai pas ça, elle me dit. Puis en même temps, elle prend un service d'assiette et puis elle dit, ce sera pour vous après. Bon, c'est vraiment la boucle. Marcel vivait parmi les souvenirs des siens qui l'avaient quitté. Les deuils et la mort ont jalonné toute sa vie. Il y a eu ses époux, ses enfants. Il y a aussi eu la mort qui l'a frôlée à plusieurs reprises. Comme la fois, par exemple, où elle n'a pas pris un avion qui s'est crashé non loin du Mont Blanc. Ou alors quand sa tante, âgée de 11 ans, devait la surveiller sur le retour de l'école, mais qui avait manqué d'attention et qui l'avait finalement sauvée in extremis alors qu'elle se noyait dans une fontaine. Marcel a dit un jour en rigolant à la mère de Nathalie qu'elle ne savait pas mourir, qu'elle savait tout simplement pas comment faire. Tout ça, ça m'a amené à lui demander quel était son rapport à sa propre mort. Ça m'a fait très bizarre de réentendre ses réponses en préparant cet épisode et de les faire dialoguer avec le récit de Nathalie qui a pu me raconter les derniers instants de sa vie. Oh, des fois, il faut bien que je me dise, n'oublie pas que t'as 100 ans, mais enfin, non, j'y pense pas trop. Je pense plutôt, comment est-ce que je vais mourir? Je dis, j'aimerais bien mourir en dormant. Dormir et pas me réveiller, ça serait formidable. Alors ça, c'est Lulune. J'ai leurs 2 petites urnes qui sont là. Je les ai fait incinérer et ils sont dans des petites urnes avec un chat dessus. Et j'ai dit, ils viendront avec nous. J'ai mon mari ici et j'ai mes 2 chats. Chacun sera à son urne et ils viendront tous ensemble avec moi. Bon, moi, j'ai passé sa dernière nuit avec elle, donc je suis contente et heureuse de ça, si tu veux. Et puis, cette nuit-là, on a passé une nuit incroyable. On était aux urgences avec elle. En fait, elle avait de la peine à respirer.
Et du coup, l'infirmière qui était de garde chez elle, elle avait trop peur parce qu'elle l'entendait plus pouvoir respirer. Puis là, j'ai reçu un appel en me disant « Bon, on l'amène aux urgences maintenant. » Donc moi, je pars, j'y vais, puis je la vois là-bas avec... elle avait l'oxygène et puis la monstre banane, quoi, monstre sourire. « Ah, mais comme c'est gentil de venir me voir, tu viens me voir jusqu'ici. » Non. Et puis au milieu de 50 personnes avec des souffrances toutes différentes, tu vois. Puis, je sais pas, on a beaucoup parlé cette fois-là, quoi. On a vraiment eu des fous rires. Et puis elle avait jamais signifié au médecin qu'est-ce qu'elle voulait qu'il se passe si elle perdait connaissance ou parce que elle me disait mais moi je veux juste rentrer à la maison, j'ai l'oxygène, c'est bon, maintenant je veux rentrer, tout va bien, je veux pas mourir ici, je veux mourir à la maison, je veux rentrer. Donc je disais mais il faut que tu dises au médecin parce que quand moi je le dis, ils me croient pas, c'est toi qui dois leur dire. Donc je devais un peu la coacher parce qu'il voulait lui faire des prises de sang, des radios, enfin tout le... Un médecin qui m'a même dit oui mais on va pas réussir à la soigner si on fait pas d'examen. Puis je dis oui mais elle va pas être soignée, elle a 101 ans quoi, elle a rien à soigner, tu vois au bout d'un moment. Et du coup on riait bien des médecins aussi. Et puis elle me faisait des clins d'œil, elle disait non moi je veux rien, puis elle me regardait puis elle faisait des clins d'œil en rigolant, tu vois. Et puis, on s'est aussi dit, elle m'a dit, oui, maintenant, moi, je suis prête. Est-ce que toi, t'es prête ? Elle m'a demandé si j'étais prête, qu'elle s'en aille. C'était... En tout cas, elle était prête, j'étais prête. On a pu se le dire que c'était le moment, quoi. Que c'était... De toute façon, c'était trop. Ça faisait longtemps qu'elle voulait plus... Elle était trop seule, elle était trop seule, quoi. Et puis elle trouvait que c'était pas normal de vivre si longtemps, quoi. Et quand je suis partie, elle avait le sourire. Elle m'a dit qu'on se voyait le lendemain. Et elle aurait dû rentrer chez elle tout de suite, puis... Il y a une infirmière qui m'appelle le matin en me disant « Oui, on lui a quand même fait une prise de sang, alors on a découvert quand même quelque chose, donc elle va aux 3 chaînes. » Là, j'étais hyper fâchée avec tout le système médical parce que c'était... Évidemment qu'à son âge, s'il lui demande 15 fois si elle est vraiment sûre, au bout d'un moment, elle a lâché, quoi. Elle a dit « Ok, pour un examen. » Et puis, ils l'ont transférée aux 3 chaînes, ils l'ont pris avec l'ambulance. Ma mère lui a dit au revoir à ce moment-là. Puis en fait, arrivé aux 3 chaînes, ils font l'entrée. Et puis l'infirmière, elle m'a dit, j'étais en train de lui demander qu'est-ce qu'elle aimait pour le petit déjeuner, tout ça. Puis j'ai tourné la tête parce qu'il y avait quelque chose par la fenêtre. Puis elle s'est retournée, puis elle était partie. Puis c'est génial, elle est vraiment partie. Pas où elle voulait, mais comme elle voulait. Ça veut dire que dans un souffle comme ça, sans souffrance, quoi. Mais oui, c'est comme si c'était attendu, on savait, ça allait arriver. Et n'empêche que la douleur et l'absence, elle est quand même énorme. Et puis, j'arrivais pas à l'imaginer avant, quoi. Je dédie cet épisode à Marcel, à Nathalie et à toute sa famille. Cette rencontre m'a permis de réaliser que sans mes grands-parents, je manque cruellement de liens avec des personnes âgées. Que nos modes de vie cloisonnés nous offrent peu d'espace de rencontres transgénérationnelles en dehors de nos rapports familiaux. Et qu'à défaut d'avoir un voisin ou une voisine âgée, ce qui n'est pas mon cas non plus, je suis coupée d'un lien qui permet notamment de poser un autre regard sur ma vie, sur mes privilèges, mes joies et mes peines. De remettre l'histoire en perspective, sans se reposer sur des acquis sociaux que l'on ne questionne plus. Cette disparition me rappelle que nous ne parlons jamais assez de mort, alors qu'elle fait partie de nos vies, et qu'il faut en parler avant qu'elle nous frappe de plein fouet, parce que c'est toujours le cas, même quand elle est attendue. Que fuir le sujet par peur n'augmente que les incompréhensions, les douleurs ou la consternation. La discussion avec Nathalie m'a aussi fait penser au très joli roman d'Anne Pauly, que j'ai découvert l'été passé et qui m'a fait rire et pleurer. Ça s'appelle « Avant que j'oublie », et la narratrice nous y raconte avec beaucoup d'humour son chemin de deuil
lorsqu'elle doit dire au revoir à son père, une sorte de gaillard qu'on devine bourru et fragile et surtout très bordélique. Alors elle raconte comment elle doit vider sa maison et son invraisemblable capharnaüm, et j'ai adoré le passage où elle raconte la fin de la verrée après l'enterrement et le vide qu'il faut alors affronter. La fête d'adieu a lentement décliné, les reliefs du buffet ont été emballés dans du cellophane, les verres rangés et quelqu'un a passé un petit aspirateur électrique sur la nappe couleur automne. On s'en va. Bon courage, hein ? Pour tout. Appelle si t'as besoin de quoi que ce soit, hésite pas. Leur gentillesse sincère me touchait au cœur, mais en tournant les talons, je pensais à tout ce dont j'allais vraiment avoir besoin. Bonsoir, je t'appelle comme tu me l'as proposé parce que j'ai besoin que tu me fasses rire pour oublier ce trou dans lequel je tombe en spirale. Salut, je te dérange pas ? Je t'appelle parce que j'ai besoin que tu ailles travailler à ma place un petit mois, le temps que je me remette. Bonsoir, je sais pas comment dire à mon frère qu'il doit nous laisser un peu de place pour être triste, au lieu de remplir tout l'espace avec son grand corps inflammable et son inextinguible frustration. Tu voudrais pas lui téléphoner ? Bonsoir, j'aimerais qu'avec une de ces phrases bien senties dont t'as le secret, tu m'absolves de la culpabilité qui continue de m'assaillir. Bonsoir, je t'appelle, il est un peu tard, je sais, mais j'ai réfléchi à ce que t'as proposé l'autre fois et j'aimerais que tu m'emmènes loin d'ici. Par exemple, sur les hauteurs d'une ville, on regarderait les lumières en fumant, on aurait un peu froid, mais on aurait des pulls et des polaires trop grands qui sentiraient le feu et la lessive. Et après, on dormirait quelque part, dans un 2 étoiles tout simple. Tu veillerais sur moi pendant mon sommeil en me caressant les cheveux, et puis au matin, on roulerait au hasard dans des paysages jusqu'à ce que ma peine s'épuise et que j'ai repris le goût aux choses. Ça te semble faisable ? Disons demain ? Ou alors même tout de suite ? T'es dispo tout de suite ? Ah, tu peux pas, t'es yoga. Ah bah non, pas de problème. Je comprends, on se rappelle plus tard. Bonsoir, je t'appelle parce que j'ai besoin de savoir quoi faire avec ma vie et quelle direction adopter dorénavant pour être digne de ce qu'on m'a laissé sans me perdre sur un chemin qui n'est pas le mien par loyauté envers un passé qui finalement m'encombre. T'as pas une idée ? Non ? Je vais me débrouiller. Alors voilà, Vieille Peau, c'est fini. J'espère que ces épisodes auront fait fleurir de nouveaux questionnements, qu'ils auront attiré votre attention sur certains détails, parce que ce sont eux qui façonnent de manière imperceptible nos inconscients et nos imaginaires, que vous vous demanderez peut-être quelles images du vieillissement vous ont construit, que vous observerez désormais les représentations que l'on donne des personnes âgées, celles des retraités ou encore celles des femmes des 50 ans, et que tout ça nous aidera à porter un regard neuf sur nos vieilles peaux. Vieille peau! Vieille peau! Non, j'ai pas envie. Vieille peau. Vieille peau. Vieille Peau, un podcast de reportage et phonique, écrit, monté et réalisé par Charlotte Dumarteret, accompagnement éditorial et production Laure Gabu, création sonore Basile Rosselet. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien du canton de Vaud, de la Fondation Jan Michalski, la Fondation du Jubilé de la Mobilière, la Fondation Lennartz et la FSRC. Si ça vous a plu, partagez autour de vous et foncez sur reportage.ch pour découvrir les autres podcasts. Un immense merci à toute l'équipe de Reportage. Reportage.